Dans la grande interview aujourd'hui, on parle de la vie privée, on parle aussi de contrôle publicitaire, de manipulation des opinions, de cybersécurité. Toutes ces inquiétudes qui tournent autour de la protection des données personnelles sont aujourd'hui traitées par un règlement européen, le RGPD, Règlement sur la protection des données personnelles. Et au niveau français, c'est un sujet qui est pris en charge par la CNIL depuis de nombreuses années. Bonjour Marie-Laure Denis. Bonjour Delphine. Vous êtes la présidente de la Commission nationale informatique et liberté depuis 2019, donc peu de temps après finalement l'entrée en vigueur du RGPD, du règlement sur la protection des données personnelles, qui donc aligne l'Europe sur un dispositif garantissant cette protection aux citoyens dans le monde numérique. Vous diriez que maintenant on est mieux outillé, certainement, mais diriez-vous que pour autant on est mieux protégé depuis ces 4 années de RGPD? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut être davantage rassuré? Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience, en tout cas forte, des individus sur l'importance de la protection de leurs propres données. Oui. J'en vois pour preuve le fait que il y a 2 fois plus de plaintes, par exemple, qui sont déposées à la CNIL chaque année depuis la mise en œuvre du RGPD. On a un site internet avec beaucoup de ressources qui est consulté 11 millions de fois par an, avec des fortes progressions. Et le RGPD a ceci d'intéressant qu'il a fait basculer l'univers de la protection des données pour les responsables de traitement, les entreprises, les administrations, vers la responsabilisation. Moyennant quoi le régulateur et les régulateurs européens ont davantage de pouvoir en matière de sanctions et peuvent mettre des sanctions plus importantes. Mais on nous voit beaucoup comme le gendarme de la protection des données, mais on fait aussi beaucoup d'accompagnement en fait. Des pouvoirs publics, 120 avis rendus l'année dernière sur des projets de loi, des projets de décret, 30 auditions parlementaires et beaucoup d'accompagnement des entreprises via leur tête de réseau. Qui effectivement en ont eu énormément besoin parce qu'avec l'arrivée du RGPD, ce sont tout un tas de dispositifs réglementaires que les entreprises ont découverts, et les entreprises de toute taille. Et exactement. Et on n'oublie pas, parce que ça me paraît très important comme cible, les PME, les TPE, les start-up. On a des actions spécifiques pour les start-up. On est très présent à Station F, par exemple. Et on a, depuis l'année dernière, créé un bac à sable, qui n'est pas un bac à sable dit réglementaire, ça ne permet pas de s'affranchir du RGPD, mais où on essaye, les services de la CNIL sélectionnent une douzaine de projets. L'année dernière sur la santé numérique, cette année sur le numérique dans l'éducation, dans le secteur éducatif, où on accompagne dès la conception des services, des traitements de données, ces entreprises, ces start-up, souvent pour qu'elles soient tout de suite compatibles RGPD, en fait. C'est du privacy by design. Alors, moi j'entends beaucoup l'écosystème qui défile pas mal sur ce plateau de Smartech, me dire aussi que ça a permis une prise de conscience sur l'importance de cyberprotéger les données vis-à-vis des attaques. C'est aussi une arme pour la cybersécurité, finalement, ce RGPD. Écoutez, vous voyez... Je ne sais pas si c'était un effet attendu, d'ailleurs. En fait, d'une certaine façon, si, parce qu'à ma connaissance, c'est le seul texte européen, d'ailleurs, qui comporte des obligations pour les entreprises, les administrations en matière de cybersécurité, parce qu'il n'y a pas de protection des données s'il n'y a pas de sécurité de ces données. Et vous voyez, on a une plaquette sur la cybersécurité où il est dit que le RGPD, c'est en gros le meilleur allié de la cybersécurité, parce qu'il y a une obligation, non pas de résultats, mais de moyens. C'est-à-dire qu'implémenter le RGPD, vous devez tenir un registre sur vos données, vous devez notifier à la CNIL les violations de données que vous rencontrez lorsqu'elles présentent un risque, pour les données des personnes, les données sensibles ou les violations à grande échelle. On a eu plus de 5000 notifications de violations de données l'année dernière, c'est plus 80% par rapport à l'année précédente. Et dans ces 80%, on voit une très grande augmentation par rapport aux années précédentes des rançongiciels. Vous savez, ces attaques malveillantes qui consistent à chiffrer les données, moyennant souvent une rançon pour pouvoir les déchiffrer. Et nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on essaye d'accompagner les entreprises et de leur dire si elles doivent notamment informer leurs clients, leurs administrés. Et sur le volet répressif, mais il n'y a pas de répression quand on... ce qui est grave, c'est de ne pas notifier à la CNIL en quelque sorte ces violations. On constate sinon dans nos procédures habituelles de sanctions, etc., que la moitié des manquements concernent des problèmes de sécurité. Et on a des... Alors comment vous... Parce que quand on adresse la cybersécurité, là vous évoquez des chiffres sur les ransomware,
Ça, c'est plutôt du domaine de l'ANSSI, de l'Agence nationale sur la sécurité des systèmes d'information, l'agence française en charge de la cybersécurité. Alors on est très complémentaire de l'ANSSI, parce que l'ANSSI, avec beaucoup d'efficacité, les très gros moyens qui sont les siens, se concentre sur les organismes d'importance vitale, ce qui est vraiment les télécoms, les transports, toutes les grosses administrations d'État, etc. Nous, d'une certaine façon, c'est tout le reste de l'écosystème, des entreprises, des associations, des administrations, sur lesquelles ne se concentre pas l'ANSSI. Et nous, on a un œil particulier sur l'information des personnes dont les données ont été compromises, pour qu'elles fassent attention dans les semaines ou dans les mois qui suivent à pas faire l'objet de phishing, entre guillemets, de réception de mails avec des informations qui sont en partie vraies et qui amenuisent votre attention ou vous amènent à payer des choses que vous ne devriez pas payer, par exemple. Mais on fait aussi beaucoup de pédagogie. Par exemple, on a une recommandation sur les mots de passe. Si vous faites CNIL mot de passe, vous avez... on peut vous produire directement un mot de passe robuste, 12 caractères, des caractères spéciaux, majuscules, minuscules, etc. On a des conseils extrêmement concrets. Sauvegardez, faites des sauvegardes, faites les mises à jour de vos logiciels et de votre système d'exploitation, ayez des mots de passe robustes. Si vous êtes victime d'un rançon logiciel, éteignez tous vos appareils, prévenez votre service informatique, récoltez des preuves, déposez plainte, essayez d'éviter de payer une rançon. Voilà, on a vraiment des ressources sur notre site, un guide de la sécurité des données personnelles notamment. C'est vrai que ça, c'est absolument primordial aujourd'hui d'être en éveil sur toutes les bonnes pratiques pour protéger ces données personnelles. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place, des régulations de plus en plus fortes. Pour autant, là, j'ai une étude qui vient de paraître qui est frappante, qui nous dit que finalement, sur les cookies, donc les internautes sont conscients, en fait, aujourd'hui, qu'ils sont tracés quand ils se rendent sur des sites, puisqu'il y a maintenant des messages qui les préviennent qu'attention, on va récolter des données sur vous à des fins publicitaires. Ils ont le choix de pouvoir les refuser. Et pour autant, en fait, on s'aperçoit que la grande majorité des Français continuent d'accepter tous les cookies. Pour autant, ils ne le font pas en se disant « c'est pas grave, ça m'est égal, j'ai rien à cacher ». Ils le font quand même en étant contrariés de confier ces données. Ça veut dire qu'on met en place des dispositifs, on fait de l'éducation, on alerte les gens, ils sont au courant. Mais ça ne change pas les pratiques. Alors les cookies, c'est un bon exemple à la fois de l'action de la CNIL et ensuite de l'effet quand même que ça a sur les pratiques. Même si à ce stade, effectivement, il faut le quantifier davantage parce qu'il y a des chiffres et des études assez différentes sur le sujet. Alors, parce que moi, c'était l'étude donc NordVPN qui est assez récente, vous avez dû voir passer. 46% des Français continuent d'accepter tous les cookies, seuls 6% refusent l'ensemble et ils sont pourtant inquiets d'être surveillés. Précisément, ça c'est vraiment typique du type de régulation que veut conduire la CNIL et qu'a conduit la CNIL depuis 2 ans. La CNIL s'est aperçue que souvent il n'y avait pas d'informations. Il y a des tas de gens qui ne savent pas ce que sont les cookies ou les traceurs, d'abord, qui naviguent sur Internet, qui sont sur une application mobile et qui ne se rendent pas compte que leurs données sont aspirées à des fins publicitaires. La CNIL, elle n'est pas contre la publicité, elle veut donner de la transparence, veut mettre de la transparence dans le système et donner du contrôle aux individus pour dire oui ou non. Et ce qu'a fait la CNIL depuis 2 ans, après une concertation assez virile et longue avec le secteur du marketing digital, elle a clarifié les règles juridiques, elle a donné un délai d'adaptation, parce que c'est une régulation très systémique, ça consistait concrètement à modifier les interfaces de tous les sites Internet en France, les administrations aussi, les entreprises, pour pouvoir faire apparaître dès le premier écran, c'est bien ça tout l'enjeu, la possibilité de refuser aussi facilement qu'on accepte. Parce qu'il y avait une sorte de fatigue du consentement. Vous pouviez accepter tout de suite les cookies, mais c'était un consentement un peu extorqué, parce qu'il fallait aller sur le 5e écran, paramétrant des tas de choses pour pouvoir enfin refuser quand on prenait 5 minutes pour le faire. Donc les gens ne le faisaient pas, évidemment. Alors que là, maintenant, vous avez vu fleurir dès le premier écran, et il faut qu'on fasse de la pédagogie, parce que je crois que les gens n'en sont peut-être pas assez conscients, continuer sans accepter, en général en haut à gauche, en bas à droite, etc. Souvent un peu plus petit. C'est peut-être un peu le problème, c'est qu'il est
un peu partout, donc Voilà. on ne l'identifie pas forcément facilement. Mais ça, c'est quand même une révolution. C'est Oui. quand même une révolution. Ça donne une prise de conscience quand même que vos données, qu'il y a une apparence de gratuité sur Internet, mais que souvent, naturellement, l'accès à ces services, en quelque sorte, se monnaie, et ça donne quand même plus de contrôle parce que vous pouvez accepter, vous pouvez refuser, et donc je pense que c'est exactement le type de régulation en concertation avec le secteur qu'on veut reproduire dans d'autres secteurs qui sont importants aussi, par exemple la collecte de données dans les smartphones, dans les applications. Vous ne savez pas toujours ce qui est fait des données qui sont collectées, dans le cloud, dans un certain nombre de secteurs pour lesquels il faut une régulation qui s'étale sur 1, 2 ou 3 ans avec des actions systémiques comme ça. De quelle façon la CNIL est impliquée dans les textes en cours de discussion, qui restent en cours de discussion, il faut le dire, le Digital Market Act, Digital Service Act à Bruxelles? Alors la CNIL est impliquée de façon extrêmement concrète et régulière au sein du Comité européen de la protection des données, qui est cette réunion des CNIL européennes. C'est l'avantage du RGPD, c'est que l'idée, c'est que vous l'aviez très bien dit, c'est qu'il y a un peu la même doctrine, et y compris le traitement de plaintes transfrontalières soit traité de la même façon à travers un guichet unique. On s'adresse à la CNIL de son pays et une plainte qui peut concerner différents pays est traité de cette façon-là. Et très concrètement, le CEPD, donc cette réunion des CNIL européennes, rend un avis sur ces projets de texte. On l'a fait en juin de l'année dernière, par exemple, sur le projet de règlement sur l'intelligence artificielle, et également sur le DSA, sur le Digital Governance Act. Il y a le Digital Market Act sur les aspects plus concurrentiels, le Digital Services Act sur les contenus en ligne. Il y a un règlement qu'on attend depuis très longtemps, depuis la mise en œuvre du RGPD, ce qui est e-privacy, sur un sujet qui peut rejoindre les cookies ou les communications électroniques. Donc il y a quand même un foisonnement législatif en Europe que nous, on voit d'un œil positif. Ça traduit une volonté politique d'affirmer les valeurs européennes en ce qui concerne la régulation du numérique. Ça, c'est extrêmement positif. Mais on a 2 points d'attention en ce qui concerne la CNIL, en tout cas. C'est d'une part veiller à la cohérence de ces futures législations avec le RGPD, qui doit rester le socle, justement, de la régulation du numérique, en tout cas avec le prisme de la protection des données. Qui n'a pas besoin d'être revu ou mis à jour 4 ans plus tard? Alors, c'est une question que se pose régulièrement la Commission européenne, tout simplement parce qu'il y a des clauses de rendez-vous et d'évaluation. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de... ça n'est pas sur le tapis. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, qu'il ne faut pas qu'on se remette en question si c'est nécessaire, notamment dans le traitement, je pense, de certaines plaintes collectives, ce qui est aussi une nouveauté du RGPD à l'égard des très grands acteurs du numérique. Et nous, dans notre régulation sur les cookies, vous aurez peut-être noté qu'elle s'est adressée aussi aux GAFAM, avec des sanctions très importantes. On a mis 214 millions d'euros de sanctions l'année dernière, par exemple. Et alors on me dira, à l'échelle des GAFAM, c'est pas grand-chose, mais avec des injonctions de changer les pratiques. Et vous aurez peut-être vu que, par exemple, Google, Facebook, maintenant, donnent la possibilité de refuser les cookies. Et que ce qui a été décidé par eux pour la France sur injonction de la CNIL, ils ont décidé de l'étendre, en tout cas pour Google, au niveau de l'Union européenne. Donc, voilà. Donc, on est très attentif à la cohérence, à la lisibilité, parce que pour les entreprises, par exemple, c'est quand même pas très simple d'avoir tous ces textes et de s'y retrouver. Donc, ça, c'est pour moi un point d'attention fondamental. Et puis, à la gouvernance. C'est-à-dire, une fois qu'on a adopté tous ces textes, qui fait quoi pour contrôler les dispositions? Et la CNIL considère qu'elle a un rôle à jouer, en tout cas en ce qui concerne les données personnelles, sur certaines des dispositions des différents textes que vous avez cités, notamment le DGA, le DSA et le projet de règlement sur l'intelligence artificielle. Alors, je voulais aussi vous faire réagir, parce que c'est une info assez récente, sur l'amende Twitter aux États-Unis, un accord qui a été trouvé avec la justice américaine, 150 millions de dollars payés par Twitter pour un ciblage publicitaire qui est passé par l'utilisation de données personnelles telles que des numéros de téléphone ou des adresses e-mail qui a priori étaient collectées juste pour des identifications en ligne et finalement ont été utilisées pour du ciblage publicitaire. Est-ce que quand il se passe des actions comme ça aussi importantes aux États-Unis, vous en prenez bonne note? Ça vous donne aussi l'occasion vous-même de mener des actions ici en France ou en Europe? Alors, pour différentes raisons juridiques, la régulation des GAFAM en matière de protection de la vie privée, elle est essentiellement concentrée auprès de la CNIL irlandaise, parce qu'il y a le siège des GAFAM est à Dublin, à Luxembourg pour Amazon notamment, et en France,
pas sur la base du RGPD, mais sur la base d'un autre texte, une directive e-privacy, justement, on s'est intéressé aux cookies. Mais naturellement, ça nous inspire, et même d'une façon... Et d'ailleurs, on peut participer, comme on l'a fait avec la CNIL luxembourgeoise, à des actions de contrôle commun. Et c'est ce qu'on a fait sur Amazon pour une amende extrêmement importante qui a été infligée par la CNIL luxembourgeoise l'été dernier, je crois, de 746 millions d'euros. Mais c'est très intéressant d'en tirer des conséquences plus générales et de faire un peu de pédagogie pour bien expliquer que on ne peut récolter les données que pour des finalités qui sont légitimes, dont on a informé les utilisateurs et ne pas plaider après l'erreur, en quelque sorte. Alors oui, j'ai vu ou la confusion. La raison, c'était que ça avait été détourné par inadvertance. Inadvertance, oui. Ça s'entend, ça, de la part moi, de je ne suis géants pas du dans le numérique. dossier. Je ne suis pas dans le dossier, mais une petite interrogation. Voilà. Bon, autre sujet, parce que là, donc, le rapport d'activité 2021 de la CNIL est très intéressant. On a vu passer plusieurs fois le graphe sur la hausse des signalements. Vous nous dites finalement c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a davantage de prise de conscience des citoyens de l'importance de protéger ces données personnelles. Vous avez évoqué l'attaque par rançongiciel. Il y a un point aussi, c'est la surveillance des employés en télétravail. Alors, le troisième motif de plainte à la CNIL, c'est la surveillance au travail, d'une façon générale. Ça peut être des vidéos dans un magasin, et par exemple sur la caissière toute la journée. Ça peut être de la géolocalisation de véhicules professionnels. Ça peut être les badgeuses. Mais évidemment, avec l'essor du télétravail et la crise sanitaire, davantage de plaintes concernant le télétravail. Donc, qu'est-ce qu'une entreprise a le droit ou non de faire vis-à-vis de ses employés en télétravail? Alors pour concilier le droit de l'employeur, c'est du droit du travail, de contrôler le travail de ses salariés et en même temps protéger sa vie privée, ce qui est d'autant plus important quand le travailleur est chez lui, dans son intimité, où il y a des personnes qui peuvent passer derrière, etc. Outre le fait de flouter, si possible, d'utiliser des visios qui floutent en quelque sorte le fond ce qu'il y a derrière, le fond d'écran. Il y a du bon sens, et le bon sens, ça a un mot sur le télétravail, c'est la proportionnalité. C'est-à-dire que la surveillance, elle doit être proportionnée. C'est-à-dire qu'on ne met pas toute la journée un salarié sous surveillance. On n'exige pas de lui qu'il soit en visioconférence avec l'écran allumé toute la journée, qu'il partage son écran toute la journée. On n'utilise pas des logiciels de frappe, ce qu'on appelle des keyloggers, pour vous assurer que vous êtes bien sur votre écran. Parce que ça se fait. Vous avez pu constater ce type de pratique en France. Exactement, parce que ça se fait. Donc il ne s'agit pas de faire des dénonciations, etc., mais là aussi faire de la pédagogie, et rappeler les droits qui sont ceux des salariés ou des fonctionnaires qui ont un droit d'abord d'accès à leurs données. Si on vous dit que vous avez volé quelque chose dans la caisse, vous pouvez demander à voir les vidéos concrètement qui ont pu être enregistrées le cas échéant. Et vous avez surtout le devoir d'être, en tout cas pour l'employeur, d'informer vos salariés des mesures de surveillance d'une façon générale que vous mettez en place, soit au travers d'une charte informatique, soit au travers des représentants du personnel. Je rappelle aussi que depuis le RGPD, il y a beaucoup de délégués à la protection des données, dans 80 000 entreprises ou administrations en France, qui peuvent être aussi des bons relais. On les accompagne beaucoup à la CNIL pour qu'ils diffusent les bonnes pratiques. Et en tout cas, c'est une de nos thématiques prioritaires de contrôle pour 2022. Un employeur a le droit d'enregistrer évidemment des réunions en visioconférence et de s'en servir ensuite derrière. De les enregistrer. En tout cas, la seule chose qu'il peut exiger de la part de ses salariés, c'est en visioconférence, par exemple, d'allumer sa caméra pour un entretien RH, pour un rendez-vous avec des clients, etc. Le salarié ne peut pas non plus dire c'est ma vie privée, je refuse d'apparaître à l'écran. Il y a quand même des circonstances dans lesquelles il est souhaitable que le salarié apparaisse à l'écran. Mais encore une fois, du bon sens, de la proportionnalité, pas une surveillance permanente. Et sur les emails, est-ce que les choses ont évolué? La lecture des emails par les employeurs, à partir du moment où ça se passe sur des boîtes professionnelles? Oui, alors les emails, c'est assez compliqué parce qu'il y a des jurisprudences de la Cour de cassation sur le sujet. On ne peut pas interdire
interdire à un salarié qui est toute la journée à son bureau de ne pas envoyer, on ne va pas lui interdire d'envoyer des emails personnels. Il peut mettre personnel d'ailleurs dans ces cas-là. Est-ce que c'est le gage que ce mail ne sera pas lu ou pas utilisé? En tout cas, il faut que toutes ces pratiques elles soient discutées au sein de l'entreprise. C'est même ce qu'on a fait récemment, vous voyez, à la CNIL. Parce que ça, j'imagine, ce sont des sujets qui montent de plus en plus. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des enjeux de protection, même de sécurité aussi, des systèmes d'information. Donc il y a un équilibre à trouver entre la sécurité des systèmes d'information et la protection de la vie privée des salariés. Alors, je voulais aussi qu'on parle un petit peu de vous, puisque vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes passé par plusieurs autorités indépendantes, notamment le CSA, l'ARCEP, vous êtes à la CNIL jusqu'en 2024. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cette préférence que vous avez pour travailler, pour avoir un rôle, tenir un rôle important dans ces autorités de régulation? Et comment vous voyez le lien, on parle d'autorités indépendantes, mais comment vous voyez le lien justement avec l'État, les différents gouvernements? D'abord, vous avez employé un mot important, en tout cas pour moi, en termes de choix de parcours, qui est et qui était présent dans mon choix de rejoindre la juridiction administrative à un moment, et donc d'être juge, c'est l'indépendance. Mais la nomination, quand même, se fait à travers l'exécutif. C'est l'Élysée qui décide de la nomination de la présidence. C'est le président de la République qui nomme, effectivement, comme pour les autres autorités administratives indépendantes, sous le contrôle, entre guillemets, ou sous l'aval du Parlement, puisqu'il y a des auditions parlementaires en ce qui me concerne dans les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, avec une majorité qui doit être requise. De toute façon, il n'y a pas de système de nomination parfait. C'est une thématique qui se retrouve régulièrement, y compris pour les présidents de chaînes publiques. Bon, mais pour l'instant, le changement de gouvernement ne va pas vous affecter, puisque vous êtes... Non, on est inamovible, entre guillemets, enfin, sauf, j'imagine, circonstances extrêmement particulières. Voilà. Donc l'indépendance et puis l'intérêt, en tout cas pour moi que je vois dans la régulation, d'être dans des secteurs qui bougent vraiment, d'être au plus près d'une régulation, de défendre des droits sans employer des grands mots, ce qui est quand même quelque chose de très stimulant et gratifiant, et en même temps d'être dans la réalité concrète de la vie économique d'un pays. Je suis arrivée... Merci Marie-Laure, malheureusement on arrive à la fin de votre grande interview, c'est passé extrêmement vite, on a parlé protection des données avec vous, Marie-Laure Denis, conseillère d'État et présidente de la CNIL. À suivre dans Smart Tech, c'est le rendez-vous dans l'espace. Moi, je vous retrouve dès lundi. Bon week-end.